notes écrites. Il y en a une partie, elles sont là. Alors, après, le récit, donc on a dit, c'est la sensibilité, c'est la mélodie. Maintenant, le grand orgue. Alors, le grand orgue, c'est un peu prétentieux, c'est le costaud, c'est le puissant. Et pourtant, pour commencer, il va accompagner le récit, qui lui sera toujours supérieur sur le plan de la mélodie. Un organisme, au fait, ben oui, ça joue avec ses pieds. Exact, oui. Comme un pied aussi, des fois. Il joue avec ses pieds quand il est manchot, non? Exactement. Donc vous allez voir, je ne suis pas que de jette. Alors, vous allez voir, ça n'est pas tant que ça. Évidemment, au début, quand on s'assoit devant l'orgue, on est un peu paumé. Mais la première fois, vous êtes monté au volant de la voiture et que l'inspecteur vous a dit « maintenant c'est à votre tour ». Vous étiez fier, vous? Pas pour moi. Moi, j'étais pas fier du tout. C'était à Cherbourg, il commençait à faire nuit, il pleuvait. Enfin bref, j'étais vraiment pas fier du tout. Mon moniteur, en train de mâcher son chewing-gum, tranquille, décontracté. Lui, il n'était pas du tout... Alors maintenant, on va donc utiliser les pieds. Maintenant, quand vous avez vu les trois parties principales fonctionner, on va les accoupler d'une certaine façon. Donc il y a ce qu'on appelle ici des cuillères. Alors je me rappelle, mes grands-parents, qui étaient normands bien entendu, avaient un vaisselier avec des vieux couverts dedans, en laiton. Et le manche du couvert était comme ça, c'était plat. Ah oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je me souviens bien. Alors les organistes, depuis très longtemps déjà, appellent ça des cuillères, pour ne pas confondre avec les pédales. Là, il y en a 30, donc voilà. Donc avec cette cuillère-là, je vais agir sur l'accouplement entre les deux claviers. Et je joue en même temps en haut et en bas. Ensuite, avec mes pieds, je vais jouer sur le grand orgue. Vous allez dire, pas facile. Je peux jouer également avec mes pieds sur le récit expressif. Et pourquoi pas les deux claviers en même temps. Je remets l'accouplement entre les claviers. Je mets donc la tirasse de grand orgue. Voilà, on commence à se rendre compte qu'il va se passer quelque chose. Alors, on va donner un petit peu de puissance en mettant quelques jeux supplémentaires. Alors là, c'est un peu comme de la cuisine. On choisit des ingrédients, on ne mélange pas n'importe quoi quand on travaille en solo. Par contre, quand tous les jeux sont mis en fonction, c'est un peu moins grave. On peut un peu mettre de tout. Alors, le plein jeu, on en rajoute une couche, c'est-à-dire là, 4 rangs de tuyaux en même temps. Il est affecté au grand orgue. Et puis maintenant, on va commencer. Vous vous rappelez du thème?
reprendre avec tout ça ensemble. Voilà. Alors maintenant, au début de la célébration, à la messe solennelle, on a donc l'entrée avec la procession d'entrée. Donc c'est quelque chose de solennel, c'est quelque chose de brillant. Donc là, l'orgue va donner quand même tout ce qu'il peut donner pour rendre ce moment un petit peu puissant, fort. Où j'enfonce cette cuillère-là, je transmets le mouvement après au clavier. Donc pendant que je joue là, vous voyez les touches qui s'enfoncent apparemment toutes seules, mais en réalité elles sont commandées par les pieds. C'est les pieds qui commandent. Ce qui permet de donner alors cette profondeur, un instrument complet. Il est reconnu comme étant le plus abouti des instruments de musique. Alors, 1893. Oui, voilà, on a une trace, allez, je vais vous aider, sur un parchemin, un croquis d'orgue qui a réellement été conçu. On parle même plus, je ne vais même pas vous demander quelle année c'est. 13e siècle. Oh. Encore avant. Je vous ai aidé, parchemin. Oui, parchemin, c'est 3000 ans. Ah, voilà, on commence à y voir un peu plus clair. Alors, c'est pas 3000 quand même, mais on va dans la bonne direction. Alors, il a été inventé par monsieur Ctesibius. Monsieur Ctesibius. Non, Et Ctesibius, c'est plutôt grec quand même. Hein. Ouais. À Alexandrie. Oui, enlever le plein jeu. Et là, on tombe dans un moment de prière collective. Donc, on n'a plus ce côté étincelant du côté un peu démonstratif. Là, on va plus vers l'intimité. On est dans un système très proche de Jean-Sébastien Bach, justement, hein, avec un thème « âme du Christ, sanctifiez-moi, corps du Christ, sauvez-moi ». Ça aurait pu être du Bach. On est tout à fait dans la même littérature.
Sauf que là, c'est en latin, c'est pas en allemand. C'est la seule différence. Là, ça va plus le faire justement. Le clavier du bas sert à accompagner, mais des fois le clavier du bas a le droit de prendre en charge le récit. Donc ça c'est pour continuer un petit peu les explications que je vous disais tout à l'heure. Figurez-vous, c'est assez étonnant, mais un tuyau qui fait 2,40 m de long, alors correspond à la tessiture de la voix humaine, homme ou femme. Donc là, je vais accompagner la maîtrise de Notre-Dame de Paris et une femme en solo ici qui va chanter. Et quelle femme, parce que quand elle commence à chanter, je peux vous garantir, j'ai entendu tout le monde se tait, parce que c'est absolument extraordinaire. Je l'ai vu en réalité, moi, en Belgique, c'est saisissant. Dans un restaurant, il n'y a pas besoin de dire aux gens chut. Non, là c'est le silence complet. C'est vraiment extraordinaire. Mais c'est grâce à la marine, c'est à Gand, dans la ville de Gand. Formidable. Alors, un tuyau de 8 pieds correspond à la tessiture de la voix humaine. Alors on écoute. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do. Regardez, on est au milieu du clavier. C'est-à-dire on peut monter. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Ça se gâte après. Hein. C'est pareil dans l'autre sens. Do, do, si, la, sol, fa, ré, do. Tout le monde ne s'appelle pas Daniel Balavoine. Exact. Vous avez connu cette chanson? Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est une tessiture. Alors moi, j'ai pas fait lecteur dessus. Je Je vous défie, tout ce qu'on est là, je vous défie d'essayer de le faire. À moins que vous ayez une voix exceptionnelle, je dis bien exceptionnelle. Donc maintenant, il y a des bases dans une chorale, dans une maîtrise. On appelle ça les graves. La note la plus grave dans la chorale, c'est le... Oh, c'est là que j'ai un trou de mémoire. Non, le ténor, c'est perché plus haut, lui. Non, en bas, c'est le... Oh, c'est pas possible. Bon, ça va me revenir. Quand je vais être en train de jouer, ça va me revenir. Maintenant, il y a des dames. La femme a tendance à monter un peu plus haut. Je vais donc mettre un tuyau de 4 pieds qui va permettre d'accéder à un octave au-dessus. Pareil pour la soliste, c'est logique. Maintenant,
on est accompagné par un orgue, je mets le grand orgue, et donc j'ai mis également les accouplements. Voilà. C'est une pièce liturgique. Le Laudate Dominum, c'est un grand classique de la liturgie. La cantatrice. Je n'ai jamais essayé d'imiter une cantatrice. On est dans la tessiture, c'est-à-dire on est au niveau idéal pour l'accompagner. On n'imite pas quoi que ce soit avec un orgue. C'est pas un synthétiseur, ça n'a rien à voir. Le synthétiseur, il imite tout simplement parce qu'on a injecté dans de l'électronique des échantillons. On fait un échantillonnage électronique. On peut jouer de la sonnerie de téléphone, on peut jouer d'hélicoptère, on peut jouer n'importe quoi. Vous connaissez le système MIDI? Non, ça vous dit rien, le système MIDI? Non. Monsieur peut-être. MIDI, oui, on voit ça sur les orgues électroniques. Non? Voilà, le système MIDI. Donc on injecte des sons, bon, c'est des échantillonnages qui ont été faits à droite et à gauche, mais on peut injecter également des sons d'un orgue très connu, de grandes orgues, d'une trompette, d'un violon, d'un piano, d'un clavecin. C'est les plus communs, on va dire. Ensuite, le récit, on sent toute la délicatesse du récit dans la partie de la voix de la femme seule, et on sent la puissance du grand orgue quand on passe à la chorale, à la maîtrise. Jamais les deux ne se chevauchent en même temps, bien sûr, ce serait ridicule. La pauvre cantatrice, on l'entendrait même plus, elle serait littéralement écrabouillée par le son du grand orgue. Donc, et ben voilà, qu'est-ce qui va se passer? Il fallait s'y attendre. Le grand orgue va être réduit à son strict minimum, c'est-à-dire, on va écouter le hautbois. On va faire un solo de hautbois. On va commencer quand même avec le prestant qui est un peu fort pour faire l'intro et ensuite le refrain. Le milieu sera uniquement fait avec le hautbois. On mettra un peu de tremblant, ça ne marche pas très bien. Il est plus sous garantie, alors qu'est-ce que vous voulez?
Il n'y a pas que l'orgue très très doux, il n'y a pas que l'orgue violent et fort. Il y a toute une gamme de choses que l'on peut jouer entre les deux. Ah, ça c'est... Voilà. Voilà. Alors, si vous dites, ben, on va s'endormir là-dessus. Vous avez entendu tout de suite que je joue d'autres choses, on ne s'endort pas dessus. Hein, ça réveillerait plutôt. Voilà, tout simplement pour dire que l'orgue, il y a tout. Il y en a pour tous les goûts, y compris le jazz, et certainement, dans les chants récents, il y aurait certainement des choses qui iraient très bien. Alors, bon, il y a eu également des chanteurs et musiciens très connus qui ont utilisé l'orgue. Hein. Je pense à Paul Naref, Gainsbourg. Alors, Gainsbourg, j'aurais pas du Gainsbourg ici. Hein. Paul Naref, oui. Paul Naref, j'ai joué du Paul Naref ici. Pas pendant les offices religieux non plus. Hein. Voilà, tout se respecte. Messieurs, vous de quel coin? De Bourges. Bourges. Oui, le centre. Vous connaissez Olivier Salandini alors? Pas du tout. C'était l'organiste de la cathédrale de Bourges qui est venu jouer ici. Ah oui, d'accord. Il est à Orléans maintenant. Alors, vous allez me dire, mais c'est marrant, on nous a dit en bas tout à l'heure que l'orgue était en mauvais état. Ben oui, c'est vrai, malheureusement. Alors, très rapidement, le sommier de l'orgue, vous voyez, c'est ce grand... Avancez-vous, vous allez faire un petit peu de place. Le sommier de l'orgue, c'est ce grand coffre en bois qui se trouve à peu près à ce niveau-là, vous voyez? Il se trouve là. Et il fait toute la superficie de l'orgue. Il reçoit le vent du réservoir. Le réservoir, c'est un soufflet qui se soulève comme ça quand on met la turbine en route. Et donc là, en ce moment, le réservoir, il est à peu près cette hauteur-là. Entre deux, il y a la mécanique qui passe, parce qu'il faut bien que les tiges, elles aillent à chaque endroit qu'il faut pour faire la note qu'il faut. Et donc, le réservoir se trouve juste au-dessus. Cette partie-là, donc, est sous pression. À chaque fois que j'appuie sur une touche, la soupape là, elle descend, elle est tirée par les petits fils de fer, elle va s'ouvrir. On va envoyer le vent dans une gravure. Il y a 56 touches, il y a 56 notes, il y aura donc 56 gravures. Elles sont les unes derrière les autres, dans le sommier en haut, les gravures, elles sont les unes derrière les autres, comme ça. Voilà, et dans ce sens-là, donc on est en croisement, dans ce sens-là, on choisira le son que l'on veut utiliser. Un peu comme je vous disais tout à l'heure, en cuisine, on choisit des ingrédients, et bien là c'est pareil. Vous avez vu, je n'ai pas choisi les mêmes ingrédients suivant les morceaux que j'ai joués. Hein, c'est-à-dire c'est complètement différent. Hein, si vous cuisinez de la pâtisserie, vous n'allez pas faire la même chose qu'avec du poisson, etc. Ben là c'est la même chose. Voilà. Alors personne n'a trouvé quelle est la voix de basse dans une chorale. Je vois pas. Ça vous dit rien? Je fais partie d'une chorale. Alors, il y a la basse et le... C'est dingue ça. Soprano? Non, soprano, c'est tout en haut. Non, c'est une tessiture. Soprano, alto. Ah là, C'est pas le do incroyable. quelque chose? Le do. Je comptais sur vous, vous venez d'arriver, j'ai dit c'est bon, je suis sauvé. Je suis sauvé, ben non. Bah, le do quelque chose, le do. Immense. Ah, bah, Ça viendra, ça ça viendra. revient pas non plus. Véronique,
Te souviens-tu de la voix de basse dans la chorale? Comment ça s'appelle? C'est le... La voix de basse dans la chorale, on appelle ça, c'est le... La voix de basse dans une chorale. La voix de basse dans une chorale. Bah, on a le... Oui. Non. Ah bah on n'est pas aidé. Oui. Descend. Baryton. Le baryton. Baryton. Voilà, je cherchais, Le je trouvais pas, c'est le baryton. Ça y est. Voilà, ténor, baryton, basse. Merci. Baryton. Merci beaucoup. Baryton. Vous venez de sauver ma démonstration. Ah, c'est pas ça, c'est pas ça. Sauvé par une fécampoise. Voilà. Sauvé par une fécampoise, absolument. Qui fait partie d'une chorale. Je vous ai demandé de vous revenir. Oui, de Bourges. De Bourges, voilà, c'est ça. Donc, je me disais... Allez, on est parti. Baryton, basse. Alors, on va parler un petit peu du moine, le Padre David à Bergamo. Ah, Bergamo, Bergame. On en parle en ce moment là, pour les amateurs de football. Là. Il y a eu un match avec Bergame il n'y a pas longtemps. Et, voilà. Alors, le Padre David, c'était. Alors, on revient au début du 19e siècle. On est en Italie. Donc, ça ne se passe pas tout à fait pareil que chez nous. On est très traditionnel à l'époque. Et lui, donc, au bout de 4 ans, il est ordonné prêtre, il s'est fait prêtre, et donc, on lui confie donc des églises, des cures, comme on dit. Mais c'est un grand musicien. Il est très prolifique, il a fait énormément de pièces de musique. Et puis un jour, qu'est-ce qu'il lui a pris? Il s'est mis à faire dans les églises des marches militaires, de la musique militaire dans les églises. Ah oui. Voilà, ça a commencé un petit peu ça a commencé à grincer un petit peu. Et puis après, allons-y gaiement, il s'est mis à faire des musiques de spectacle. Et pourquoi j'ai fait de ça, boum? Eh bien, figurez-vous qu'il a fait installer dans les orgues qui lui ont été installés, qui ont été fabriqués, cymbales, grosses caisses, roulement de tambour, enfin bref, et clochettes carillon, et ils mettent d'autres dans le bouquin d'histoire, qui lui est crédible, hein, et d'autres percussions. Donc on est dans un genre un peu d'orgue de barbarie, un petit peu, vous voyez, hein. Mais bon, c'est dans une église, c'est pas prévu. Alors, le morceau que je vais vous jouer, c'est une sonatine en do pour offertoire et après la communion. L'offertoire et après la communion, ce sont deux parties de la messe où il n'y a pas beaucoup de bruit. Si on chante, ce sera doux. Oh, il y a très peu de bruit. Vous allez voir. On ajoute plein jeu, trompette, hautbois. Et donc là déjà, on a du monde. Ensuite, eh bien, ce que je vais faire, je vais mettre en communication les deux claviers. Ça va y aller. Ensuite, mes pieds vont agir sur ce clavier-là, donc sur celui-là. Voilà, donc je peux jouer avec les deux claviers, avec mes pieds. Comme l'orgue du Padre David avait un seul clavier, parce qu'on a deux exemplaires en France, à Saorge et à Tende, c'est l'arrière-pays niçois, la vallée de la Roya. On en a entendu parler malheureusement avec les orages qu'il y a eu là-bas. Voilà, là, les deux orgues que l'on a en France du Padre David, enfin les mêmes. Alors, chacun a sa personnalité, chacun interprète quelque chose à sa façon. Moi, j'ai décidé de ne pas utiliser ma main gauche pour économiser le vent, pour aller dans les tuyaux les plus puissants. Et je vais remplacer ma main gauche par mes pieds. Voilà.
Alors, c'est censé être joué au moment après la communion. Pardon, je vais faire tout. Oui, c'est dynamique. Moi, personnellement, si je faisais ça à mon curé, il serait peut-être pas très content. Il n'aurait pas tort. Hein, ça en sortit après la messe. Évidemment, je l'ai fait. On m'a jamais rien dit. Mais donc, il y a des moments où je ne comprends pas. Voilà, voilà vous avez entendu donc ce morceau, le morceau le plus puissant que je joue sur l'orgue. Et donc, on va finir cette démonstration là-dessus. C'est très gentil. Merci vous, beaucoup. vous venez juste d'arriver, donc vous pouvez. Non, mais vous pouvez rester quand même pour. Je vais refaire à peu près les mêmes choses. Parce qu'il y a des morceaux, quand on fait une démonstration, il y a des morceaux qui servent de modèle pour bien expliquer